Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Notre sujet s'intitule aujourd'hui « Jeunesse engagée pour l'Afrique ». Nous allons les découvrir, ces jeunes engagés pour l'Afrique. Merci pour votre fidélité. On va commencer par l'unique dame sur le plateau, c'est Elisabeth Ilboudo. Bonjour Elisabeth. Bonjour Lady. Alors je voudrais vous présenter comme étant la fondatrice d'Aripas, qui est agence de recherche pour l'initiative privée en Afrique subsaharienne, mais aussi Dauphine Alumni Afrique, et vous aurez l'occasion de nous préciser cela. En face de vous, Elisabeth, se trouve monsieur Philippe Desfossés. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le président de ERAF, c'est le fonds de pension des fonctionnaires français. Juste directeur, je ne veux pas avoir de problème avec mon président. Vous avez raison, je ne voudrais vous fâcher avec personne. Merci pour cette précision. À vos côtés se trouve Paul William Delorme. Bonjour monsieur. Vous êtes, vous, le directeur marketing international du groupe Orange, c'est bien cela. Et enfin, avec nous, c'est monsieur Pierre Carpentier, directeur d'Investisseurs et Partenaires. Bonjour monsieur Carpentier. Bonjour. Nous allons donc parler de ce que ensemble vous faites. On parle de cette jeunesse de l'Afrique. La jeunesse a beaucoup d'initiatives, mais elle n'a que sa bonne volonté et il faut un accompagnement concret, technique, financier aussi. Et c'est bien cela que vous accompagnez. Je voudrais, madame, vous laisser le soin de prendre la parole. Tout à fait. Nous souhaitons les accompagner aussi au niveau pédagogique et intellectuel. Donc les universités, les établissements d'enseignement supérieur sont utiles, d'où mon rôle dans Dauphine Alumni Afrique. Et les experts que vous avez autour de la table sont des seniors dans différents métiers et domaines du financement, de l'industrie, qui pourront aussi accompagner ces jeunes engagés. Philippe Desfossés, comment est-ce que vous êtes rentré dans cette aventure? D'abord, je voudrais dire que je suis un senior, mais toujours jeune. Ah, mais on n'en doute pas. On tenait à notre thématique, d'ailleurs. C'est le thème de... Absolument. Je tiens à le préciser. Plus sérieusement, je vais plutôt parler de ce que nous aimerions faire et que nous ne faisons pas pour différentes raisons. Ce que nous aimerions faire, c'est participer à la croissance de l'Afrique, puisque c'est vraiment le continent qui a le plus gros réservoir de croissance, un continent jeune. On le sait tous. Simplement, on a un certain nombre de difficultés à surmonter et c'est celle-là que je voudrais évoquer. Alors, on a des difficultés qui sont d'ordre financier, c'est-à-dire qu'un investisseur est toujours évidemment très attentif au risque-rendement. Les rendements possibles liés aux investissements en Afrique sont importants. Maintenant, il y a un certain nombre de risques qu'on doit aussi prendre en compte. Alors, le risque d'instabilité sur le cadre réglementaire, c'est un risque qu'on connaît aussi sur des marchés développés. Il est un peu plus fort en Afrique et c'est quelque chose qu'il faut traiter. Après, il y a le risque aussi qui est lié à la méconnaissance que l'on a de ces marchés, pour certains d'entre nous, qui pousse pour avoir une intervention d'acteurs locaux. Je pense au rôle, par exemple, des banques multilatérales de développement. Je pense à la BAD en particulier, la Banque africaine de développement. Maintenant, encore une fois, le jour où ce cadre se met en place, les investisseurs institutionnels iront spontanément vers l'Afrique parce que l'esprit d'entreprise y est très présent. C'est une donnée qui est malheureusement méconnue, mais il y a de grands entrepreneurs, il y a de petits entrepreneurs, mais il y a aussi de très grands entrepreneurs en Afrique. Et surtout avec une opportunité assez fantastique, je trouve, c'est que beaucoup de pays vont faire un saut technologique au-dessus de techniques dont on voit bien qu'elles sont en partie condamnées. Mon voisin en parlera certainement mieux que moi. Je pense qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui n'auront jamais de filaire. Parce qu'ils entrent de plein pied déjà dans le mobile. Et c'est un accélérateur de développement absolument formidable, qu'on pense aux producteurs de produits agricoles qui sont désormais de plein pied avec le marché de ces produits, ou que l'on pense au paiement sans fil. Enfin, certains pays africains sont bien plus en avance que nous, parce que d'une certaine façon... Ce qui était un retard, tout d'un coup, est devenu absolument. un raccourci. J'avais dit que certaines choses qui apparaissaient comme des handicaps, en fait, par une sorte de retournement historique, vont se transformer en avantages. Simplement, le problème, c'est que... alors qu'il y a d'énormes masses d'argent disponibles qui cherchent à s'investir, il manque ce cadre. Il ne faut pas grand-chose, mais ce pas grand-chose est énorme. C'est-à-dire il faut un cadre juridique. Pas grand-chose. Absolument. Mais alors, question à tous autour de la table, comment est-ce que vous pouvez vous assurer que la jeunesse, puisque c'est aussi notre sujet, et que c'est quand même l'Afrique de demain, va pouvoir rentrer en possession immédiate de ces moyens-là pour se construire un continent à l'image de ses propres rêves? Parce que quand l'argent arrive, lorsqu'enfin il arrive par des circuits formels, quand bien même c'est l'Afrique, c'est quand même les banques, c'est quand même les adultes, les grandes personnes, et les jeunes...
Eh oui, allez-y, je vous prie, monsieur. Pour rejoindre ce que tu disais, hein, la technologie mobile, la population, qu'elle soit jeune ou un peu plus âgée, dispose aujourd'hui d'un téléphone mobile. Il suffit de pousser en fait un certain nombre de services, de contenus. Et il y a un taux de pénétration du mobile en Afrique qui est assez fort. Il n'y a pas, en effet, le saut technologique a été fait. La plupart du temps, on est passé directement du mobile et non pas en passant par la case filaire. Mais en poussant du contenu qui correspond à des attentes locales, on a une appropriation. Donc c'est délivrer en fait un certain nombre d'informations directement via le mobile qui est consulté. Ce mobile peut ensuite apporter une information auprès des différentes organisations. Donc on a à la fois une information descendante mais aussi ascendante, donc participative. On a bien vu le rôle qu'a joué le mobile dans les révolutions du printemps, notamment en Tunisie. Donc il y a un aspect à la fois politique, démocratique, mais aussi économique. Je vous donne juste un exemple. On a fait des projets avec l'ONG AVSF, donc Agriculteurs sans frontières. On a fait des projets avec Ronjad, avec des entreprises aussi privées comme Zamacom. Ce qui est intéressant, c'est qu'en donnant en fait le mobile aux agriculteurs, on leur donne accès à l'information. Mais là où il y a des bénéfices indirects, c'est qu'on leur redonne du pouvoir dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire on leur redonne la capacité à négocier à la fois la qualité et le prix. Et in fine, on leur permet d'améliorer le revenu et donc de permettre à leur famille de mieux vivre, d'envoyer leurs enfants à l'école et sur un simple outil, parce que ça doit rester un outil, on a contribué au développement économique. À changer la donne. Exactement. Et je donnerai juste un dernier exemple concret. On a lancé un projet avec le gouvernement sénégalais sur la déclaration de naissance qui permet aux femmes de déclarer leurs enfants, d'enregistrer et déclarer. Sur leur téléphone portable. Sur leur téléphone portable. Ça a été fait avec la Sonatel. On vient de le déployer avec l'UNICEF, le ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. On a un projet similaire au Nigeria et au Burkina et dans d'autres pays de la zone, y compris Haïti. Ce que je veux dire par là, c'est que ce simple outil permet de rendre des services avec des bénéfices indirects que l'on ne perçoit pas au début. Je vous donne juste un autre exemple. Avec un éditeur de logiciels, avec le téléphone, on permet d'envoyer des camions. Ces camions permettent d'avertir un certain nombre de villages et de leur dire à tel endroit, telle heure, vous allez pouvoir venir avec vos productions. Parce qu'avant, le camion faisait... Il faut garder la position de la lune et du soleil. Voilà. Et surtout, il partait, le camion partait, mais sans avoir de visibilité sur est-ce qu'il va y avoir des personnes au point et je vais pouvoir... Donc on a une palette de services via le mobile qui est absolument très, très large. Je terminerai juste sur un point, et là je te rejoins complètement, c'est qu'on a des capacités entre guillemets d'innovation bien plus importantes, c'est-à-dire que ces services de déclaration de naissance, on ne les a pas en Europe. Sachant que ce qui était un frein pour l'Afrique aujourd'hui, les nouvelles technologies, le téléphone mobile par exemple, le téléphone portable, permet de rattraper le temps, raccourcir les distances. Exactement. Et raccourcir les années aussi peut-être, le temps perdu. Et surtout, ça change aussi la relation au pouvoir et la façon dont les gens s'approprient le changement. Et oui, on devient acteur. Absolument. Je pense que c'était évoqué implicitement, mais je vais expliciter peut-être ce qui était un peu implicite. C'est ce que les anglo-saxons appellent la notion d'empowerment. C'est-à-dire que au niveau local, les gens vont s'approprier. Ils vont devenir vraiment les acteurs. Je pense au domaine de l'énergie, par exemple. Maintenant, la technologie nous offre le moyen, sur une base locale réduite, de produire du renouvelable, de le stocker et de le répartir. Et donc ça, c'est très important pour les petites entités, que ce soit un village ou une petite ville. C'est-à-dire que sur une base locale, les gens vont pouvoir se saisir de ces projets
Et c'est vrai que le contrôle s'exerce quand même plus facilement lorsque les gens sont directement acteurs et qui voient les responsables piloter ces projets plus ou moins bien. Ils peuvent au moins les interpeller. Ils peuvent les interpeller, ils savent tout de suite où ils sont, ils savent sur la tête de qui il faut aller taper si ça ne va pas bien. Bon, alors voilà une bien nouvelle Afrique. Cela vous parle bien évidemment, Pierre Carpentier, puisque vous êtes vous aussi rentré dans cette dynamique-là. Pourquoi, d'ailleurs ? Écoutez, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a constaté de la même manière cette formidable dynamique entrepreneuriale en Afrique depuis longtemps. Elle s'accélère depuis une dizaine d'années, mais ça fait longtemps que le terrain entrepreneurial en Afrique est extrêmement vivace. Et je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'il y a une agilité aujourd'hui absolument incroyable de la jeunesse africaine pour s'approprier les technologies, les innovations technologiques, mais aussi sociales, sociétales, financières aussi, sur les nouvelles approches du financement et de la création d'entreprises. Et le cadre reste effectivement l'environnement des affaires. On ne va pas se raconter l'histoire, je crois que ça a été dit, reste complexe, mais être entrepreneur, faut être héroïque aujourd'hui en Afrique pour aller entreprendre. Mais ces entrepreneurs jeunes, dynamiques, nous on les croise au quotidien, on les accompagne. On a accompagné aujourd'hui une soixantaine, alors c'est peu de choses à l'échelle de l'Afrique, mais enfin c'est comme une soixantaine d'entreprises, d'entrepreneurs, c'est 60 histoires d'individus, c'est des centaines de créations d'emplois derrière, mais c'est aussi une valeur d'exemplarité qui est très forte. Évidemment que la jeunesse africaine a besoin aussi de voir que l'économie de leur pays est réappropriée par eux-mêmes. Trop longtemps, effectivement, et encore aujourd'hui, les entreprises en Afrique qui prospéraient étaient détenues ou financées ou créées par des étrangers, en particulier des non-africains. Et ça, c'est vraiment en train de changer. Effectivement, il ne manque pas grand-chose pour que tout ça... Et d'ailleurs, ça s'accélère en vérité. Alors, pensez-vous que le reste du monde, l'Europe, la France notamment, puisque nous y sommes, a quelque chose à apprendre de tous ces modèles qui, pour l'instant, sont peut-être encore informels, cette pertinence que tout le monde ne saisit pas nécessairement? Y a-t-il quelque chose qui peut se passer? Est-ce que les tendances peuvent s'inverser? À apprendre, certainement, ne faire confiance à la jeunesse, c'est l'exemple moi, que je veux retirer de l'Afrique. D'ailleurs, avec une perspective historique, dans les circonstances tragiques, on n'hésite pas à faire confiance aux jeunes. On les met dans des avions pendant la Deuxième Guerre mondiale à 18-19 ans. La paix revenue, on a tendance à les reléguer éventuellement au second plan. Donc ça, c'est ce qu'on a à apprendre. Ce qu'on a à apprendre, c'est peut-être aussi, encore une fois, ce qu'on disait sur des avancées que nous n'avons pas chez nous. Je pense à la monétique. Le porte-monnaie électronique. Qui a du mal, on en entend parler pour payer son parking et tout, mais alors que pas forcément tout le monde rentre dans Kenya, il y a plein de pays en Afrique où on peut payer son taxi avec... Je pense qu'on peut essayer à Paris, ça c'est pas gagné. Ce qui ne nous tue pas nous rend fort, donc pour de vrai. Non, effectivement, les sauts technologiques qui sont en train d'être faits en Afrique et justement le fait de ne pas avoir construit le développement sur la monétique, sur le mobile, sur l'énergie, et notamment le renouvelable, avec des modèles anciens dont il est difficile de sortir, fait que ça devient aujourd'hui un terrain d'innovation qui est probablement plus vivace qu'aujourd'hui en France et en Europe. Il y a quand même un point important, c'est que les sujets sont quand même très complexes et il est important de constituer un modèle partenarial, c'est-à-dire de ne pas y aller en frontal, mais seul, mais plutôt de s'associer à la fois avec des acteurs locaux, mais aussi avec des compétences différentes, variées, qui peut... Sur l'éducation, par exemple? Sur l'éducation. On a fait un projet avec Microsoft, l'UNESCO, le ministère de l'Éducation de Côte d'Ivoire et Nokia, Orange Côte d'Ivoire et à mon niveau du groupe Orange. On l'a déployé en 4 mois. Il y avait 75 pages qui étaient envoyées par le ministère de l'Éducation de Côte d'Ivoire au directeur du primaire. Ça n'était pas rempli. Un problème, en fait, derrière, c'est que le ministère était incapable de préparer la rentrée scolaire. On a mis en place, via le mobile et les différents partenaires, une information. Et en quelques minutes, via le mobile, ils peuvent remplir, il y a eu du retour. Ils peuvent remplir le formulaire, ce qui permet... Et ça, c'est important, très vite, au ministère de savoir combien il y a d'élèves par classe, combien de manuels scolaires, combien de professeurs. Et donc, derrière, de budgéter, en fait, la rentrée scolaire.
Alors, nous sommes à la première moitié de cette émission. Je sais, monsieur Philippe Desfossés, que vous devez partir, mais juste une dernière question. Comment est-ce que la question du genre, pour vous, est prise en compte ou pas prise en compte? Parce que la jeunesse, c'est un terme générique, mais il y a des filles, il y a des garçons, et leur vécu, leur quotidien n'est absolument pas le même. Est-ce que l'accessibilité à tout ce que vous proposez, est-ce que cela vous interpelle? Y a-t-il des démarches volontaristes? Peut-être c'est madame qui nous répondra, mais j'aimerais bien, avant de vous laisser partir, monsieur, que vous puissiez réagir à cela. Non, je voudrais revenir sur la capacité d'innovation et l'extraordinaire vitalité que l'on voit dans l'économie dite informelle. En fait, dans beaucoup de pays, on a une activité qui n'est pas dans les réseaux officiels et qui est très largement soutenue par l'implication des femmes. Et donc c'est toute cette énergie qu'il faut en quelque sorte mettre au service du passage de l'informel à quelque chose de plus formel pour capter et développer encore davantage tous les projets et leur permettre de se développer. Mais encore une fois, si on regarde le côté positif de la chose, quelle énergie, quelle vitalité il faut avoir pour faire prospérer sa petite activité alors qu'on se bat tous les jours contre tout un tas de difficultés, qu'elles soient réglementaires ou simplement même l'accès au financement. Donc je pense effectivement, et sans démagogie aucune, que les femmes ont un rôle très très important dans ce passage à cette nouvelle étape. Alors, la question sera comment? Ce sera en deuxième partie d'émission. En vous remerciant beaucoup, monsieur. Je rappelle que vous êtes le directeur du Fonds de pension des fonctionnaires français. C'est une démarche intergénérationnelle, hein, des moins âgés, quand bien même ils sont jeunes encore, qui donnent la main à la jeunesse. C'est l'essence même d'un fonds de pension. C'est-à-dire que, par définition, nous avons de l'argent à investir chaque année et à chaque fois, on le fait avec le souci de prendre en compte notre capacité à honorer une promesse qui nous engage pour très longtemps. Un garçon ou une fille de 20 ans qui rejoint le régime aujourd'hui a une chance ou un risque, ça dépend comment on considère la chose, d'être encore dans nos comptes dans 70 ans. Donc c'est un engagement très très long. Merci à vous en tout cas et tenez-nous au courant de comment les choses se profilent. Assurément. Nous sommes donc sur cette thématique jeunesse engagée pour l'Afrique. Je voudrais, madame, vous redonner la parole. Vous avez mobilisé les personnes si présentes que nous avons entendues jusqu'à présent, mais j'aimerais bien savoir comment vous procédez, parce qu'on entend bien que vous ayez envie, que vous soyez originaire de l'Afrique. Cela va de soi, que vous ayez envie de faire quelque chose, on entend bien, mais comment faites-vous pour pouvoir décider, convaincre les uns et les autres de rentrer dans ce qui pourrait être perçu comme une folie? Alors, il y a un outil exceptionnel qui a été mis en place, qui est dans le cadre du système des Nations Unies, qui s'appelle Simul ONU ou Model United Nations, qui permet aux jeunes du monde entier de s'impliquer dans les problématiques sociales, politiques, économiques de leur pays ou d'autres pays. Et ce système est vraiment un outil que j'exploite au maximum. Alors, vous n'avez pas bien fait votre travail. Ils sont nombreux, nos téléspectateurs, à ne pas connaître ce système-là. Voulez-vous préciser, s'il vous plaît? Les gens nous regardent, des jeunes nous regardent. Qu'est-ce qu'ils font à partir de la fin de cette émission? Ils se lèvent, ils vont où? Ils font quoi? Alors, ils se contactent sur le système des Nations Unies et ils posent la question MUN. MUL. MUN. Model United Nations. D'accord. Ils voient comment ça fonctionne. Et en fait, c'est porté par des universités. Donc, je m'appuie sur l'Université Paris-Dauphine et l'Université d'Ouagadougou ou d'autres universités dans la sous-région. Et je travaille avec les jeunes du monde entier qui s'impliquent et qui travaillent sur les différentes problématiques. Ce qui, quelque part, pardonnez-moi de vous interrompre, veut dire que quiconque n'est pas scolarisé est résolument en marge d'un tel processus. Alors, oui, en théorie, mais non en pratique. Parce que lorsque les jeunes qui sont justement instruits, qui sont dans les grandes universités, travaillent sur les simulations des Nations Unies avec des problématiques, ils regroupent d'autres jeunes qui ne sont peut-être pas, pour ne pas les exclure, parce que les problématiques sont des terrains, d'un environnement. Et oui, et sur le terrain, il y a toutes sortes de jeunes. Absolument. Et les universités, aujourd'hui, mettent en avant l'égalité des chances pour aller chercher les jeunes qui n'ont pas la chance d'être scolarisés et pour les remettre dans le système afin qu'ils ne soient pas perdus. Parce que tôt ou tard, n'importe quel jeune qui aura échoué à l'école primaire, au lycée, au collège, lorsqu'il a atteint l'âge adulte, la seule structure qui est capable de l'accueillir et de l'accompagner, c'est l'université, par une formation continue, par une formation permanente. Et l'autre question que vous avez posée sur le genre... Vous m'avez marché sur la langue, madame. Absolument. Avec l'UNESCO, on a mis en place une chaire sur le genre qui, justement, essaie de travailler... Parce que la problématique du genre, ce n'est pas une égalité homme-femme.
il y a peut-être besoin pour certaines problématiques de plus d'hommes ou de plus de femmes, ou que de femmes ou que d'hommes. C'est un juste mélange des deux genres. Mais alors, quelles sont les actions concrètes, volontaristes, que vous menez dans ce sens-là, justement? Alors, je travaille avec les femmes et les hommes dans les différentes disciplines, avec les universités, les entreprises, les partenaires que vous avez vus autour de la table, sur des sujets réels. Le problème de l'énergie en Afrique, la santé de la mère et de l'enfant. Les filles mères. Les filles mères. Et oui. Voilà. Et les filles mères à qui qu'il faut réinsérer dans la société. Donc, il y a un projet Les projets sont longs à être mis en place, mais ce qui est important, c'est la persévérance, la rigueur et l'engagement. Et pourquoi les jeunes? Parce qu'ils sont l'avenir de demain. Et pourquoi les partenaires professionnels, intellectuels et des télés comme vous, qui nous permettez de bien communiquer et de valoriser tout ce qu'on fait et puis de motiver les jeunes et les entreprises à nous accompagner. Donc c'est tout un mélange de... Alors, messieurs, vous avez la parole. Sur la question du genre, ça n'est pas que de vous embêter avec ce qui serait des théories. Il y a une réalité de terrain. On parlait tout à l'heure d'acquérir un téléphone portable. Encore faut-il avoir 3 francs 6 sous pour se l'acheter. Sinon, céder à des propositions tout à fait improbables pour en avoir un. Voilà des choses sur le terrain qu'on ne peut pas ignorer longtemps. C'est-à-dire que sinon, la catégorie de jeunes qui va émerger sera une catégorie masculine. Je pense que la question du genre est essentielle. Elle ne peut pas aujourd'hui être mise à l'écart, parce que sinon on passerait à côté d'un enjeu clé. Moi, il me semble qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, vraiment de nouveau un enjeu d'exemplarité. Je pense que ce qui est important, et la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de se mettre en œuvre, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes actives qui sont des leaders aujourd'hui très forts en Afrique. Et je pense que ça aide cette jeunesse et ces jeunes filles en particulier en Afrique à oser, assumer, aller de l'avant. Ceci dit, c'est aussi un sujet, l'exemplarité c'est une chose, il y a un sujet d'appui, d'accompagnement, et nous on privilégie l'entrepreneuriat féminin quand on le peut. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'évoquais tout à l'heure qu'on a une 60aine d'entreprises dans lesquelles on a investi. On n'est pas à parité. On n'est pas à parité, mais on a un tiers en gros des entreprises qui sont dirigées par des femmes. Alors pour compléter ce qui vient d'être dit, la femme est clé dans l'économie des différents pays d'Afrique. Il suffit de se promener sur les marchés pour voir qu'elles tiennent l'économie de proximité. Elles sont clés. La façon dont moi j'ai mis en place les projets, c'est très clairement en direction des femmes. C'est-à-dire que le projet d'utiliser le mobile pour la déclaration, l'enregistrement, il n'est pas à destination des hommes. Il est à destination des femmes pour leur permettre justement d'éviter... Parce qu'elles, au moins, quand l'enfant naît, elles sont là. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà, exactement. Elles sont au cœur du dispositif de naissance. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est important, c'est que ça leur évite de parcourir les 150 km à la mairie, ce qu'elles ne font pas. Ça permet de leur apporter un certain nombre d'informations. Elles sont clés dans le dispositif. On a fait un projet au Cameroun pour les TPE avec une ONG et d'autres partenaires, l'IECD, pour permettre aux entrepreneurs, notamment donc de proximité, ça va de la carte SIM à la grosse PME, de disposer d'un certain nombre d'informations dans le mobile pour leur permettre d'accroître leur savoir de gestion. Et on a un projet justement avec Dauphine, en utilisant les compétences de Dauphine et via le mobile ou d'autres supports techniques, technologiques, d'apporter ce savoir-faire auprès des étudiants et des universités d'Afrique. Donc c'est des choses qui se mettent en place. On essaye d'aller de manière assez vite pour garder un momentum. C'est pas une question de rattraper le temps, c'est qu'on veut que les énergies, les compétences qui soient mises sur le projet puissent y voir un objectif de résultat. Vous le savez, et beaucoup de projets ont été faits en Afrique, beaucoup d'argent ont été dépensés et les résultats auprès des populations locales ne se font pas. Les récipiendaires potentiels en entendent juste parler dans le meilleur des cas. Ne le voient pas, vous le savez, il y a une dérive, il y a une perte d'énergie et d'argent. Mais alors, question quand même que se posent nos téléspectateurs, c'est la question qui fâche, je vais donc la poser le plus sérieusement du monde. C'est parce que vous êtes des gentils que vous investissez sur l'Afrique, messieurs?
Alors, ma réponse est très clairement, c'est pas une question de gentillesse, ou c'est simplement que nous, enfin dans la division auquel j'appartiens, on essaye de mettre en place, et on le fait d'ailleurs bien, avec des acteurs de la nouvelle économie, notamment des partenaires comme ceux qui sont aux États-Unis. On met en place un dispositif dans une démarche purement commerciale. C'est qu'on estime que s'il n'y a pas une appropriation des acteurs locaux, l'acte d'achat ne vient pas. Si l'acte d'achat ne se fait pas, le jour où on arrête de financer, le projet meurt. Donc on est dans une démarche purement commerciale. Sur ce point-là, monsieur ? Nous, par contre, effectivement, on est des gentils, c'est clair. Non, mais c'est absolument nécessaire. Mais c'est pas suffisant. Et puisque nous, aujourd'hui, on est une équipe qui, autour de projets d'investissement uniquement tournés sur l'Afrique, devons motiver des investisseurs. C'est pas mon argent, c'est pas l'argent de l'équipe, c'est les gens à qui qu'on doit motiver. Et ces gens-là, effectivement, on les motive pas que sur la gentillesse et la générosité, même si aujourd'hui, il y a un vrai sujet à s'intéresser à l'investissement en Afrique, à travailler sur des projets d'investissement qui ont aussi un impact social, sociétal fort. Avec ces sujets-là, on attire des investisseurs, mais il y a aussi des objectifs de rentabilité derrière, c'est clair. Nous allons devoir conclure. J'aurais voulu, madame, vous relancer sur les simulations académiques, mais je veux croire que nos téléspectateurs vont se ruer après cette émission sur le site internet. Alors lequel ? Pour pouvoir voir comment ça fonctionne, Simul-ONU, si j'arrive à le dire comme il le faut d'ailleurs, et tout ce qui s'ensuit. Je vous laisse donc les rediriger vers le bon endroit. Alors, ils peuvent aller sur 2 sites qui sont... Allez-y, on va finir. Alors, dauphine-afrique.org. Ça, c'est le premier site. Le deuxième site, web-finance-africa.org. Quand vous dites moins, c'est le petit tiret ou c'est le petit tiret du 6. Mais psychologiquement, moins si, moins ça. Alors, sinon, à propos des gentils, c'est pas que je suis gentille. On va gentille. finir dessus parce que le temps est échu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, c'est pas de la gentillesse, c'est que nous sommes dans la pérennité, dans le développement durable. Voilà qui est dit. Merci à tous les 3 maintenant et 4 depuis le début de cette émission d'avoir accepté de participer pour ce que vous faites. Merci madame d'avoir fait la mise en relation. Nous saluons monsieur Bruno Leta aussi pour vous avoir redirigé vers nous. Très bonne continuation à la jeunesse. À demain. Merci.